Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci de participer à notre webinaire consacré à l'impression 3D. Le sujet abordé aujourd'hui sera la modification géométrique et découpe et texture. Je suis Georges Teiti, ingénieur commercial chez Core Technologies. Je serai accompagné de Maxence Aleno, donc project manager chez Delta Equipment, et Hugo Bonjour. Hertel, notre spécialiste impression 3D chez Core Technologies et ingénieur support Bonjour. sur l'impression 3D. Euh, oui, c'est bon. OK. Donc, 3 questions vont être, posées et justement développées par, Hugo et Maxence. Comment neutraliser les complications géométriques avec le direct modeling? Comment découper et réassembler les très grandes pièces? Comment corriger le warping grâce aux textures? Donc ça va prendre à peu près une trentaine de minutes. À l'issue, nous aurons, à loisir de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, vous avez dans la barre d'outils, vous avez un onglet qui s'appelle, QRN, donc questions et réponses. Je vous invite, au fil de la présentation, de mettre, vos questions et on les posera en fin de session si ça vous va comme ça. C'est impeccable. Sur, la présentation de Core Technologies, ensuite Maxence fera la présentation de Delta Equipment puisque c'est une collaboration de nos 2 entreprises. Donc nous sommes, éditeurs de logiciels d'optimisation de conversion et de simplification de données CAO 3D. Nous évoluons dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de la défense, du médical et de l'énergie. En 2019, nous avons profité de notre connaissance et de notre expérience de la gestion, des formats natifs pour lancer 4D Additive, donc une solution d'optimisation des données pour l'impression 3D en géométrie exacte ou en TCL. Je laisse la parole à Maxence pour la partie, Delta Équipement. Merci Georges. Delta Équipement, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est, maintenant plus de 45 ans d'expérience, et d'expertise, industrielle. Historiquement, on est apporteur de solutions, de tout ce qui va être, solutions mécatroniques, d'amortissement, de guidage linéaire ou encore de solutions, pneumatiques. Tout cela dans le but, d'augmenter tout ce qui va être cadence de production, sur les chaînes de production. Et en fait, cette expérience industrielle nous a aussi amené à toujours être à la pointe de l'innovation. Et donc, c'est naturellement qu'on s'est aussi tourné vers l'impression 3D industrielle pour toujours apporter des nouvelles solutions à nos clients. Du point de vue des solutions 3D industrielles, notre philosophie est de répondre à l'application client. C'est-à-dire qu'un client va venir avec un projet et nous allons mettre en face de ce projet le bon matériau, la bonne machine, et soit nous allons produire des pièces pour notre client, soit intégrer la solution directement sur site avec l'installation, la formation et le SAV autour de la machine installée. Et en fait, c'est cette expérience aussi de 3D industriel qui nous a dirigés vers Core Technologies et plus particulièrement le logiciel 4D Additive, parce qu'elle nous permet justement au quotidien de faciliter, de fiabiliser toutes nos impressions au quotidien grâce aux fonctions du logiciel, et ce depuis maintenant janvier 2023. Donc je vais laisser parler Hugo sur plus en détail, on va dire, sur les fonctions générales de 4D Additive, et je reprendrai la main ensuite sur les 3 études de cas. Yes, merci Maxence. Alors, qu'est-ce que 4D Additive? Donc, c'est un logiciel innovant qui va vous permettre de faciliter la fabrication additive, et ce pour toutes les technologies. Ainsi, donc, le logiciel est compatible avec tout type d'imprimante et il va proposer la lecture exacte de plus de 60 formats CAO, dont une vingtaine en représentation exacte ou plus communément appelée BIREP. Le fait de travailler sur du modèle exact, ça va nous permettre de nous affranchir de tout ce qui est erreur de géométrie. Le logiciel propose des fonctions sophistiquées de contrôle, de correction, de réparation. Le but étant l'envoi d'un modèle propre à l'imprimante 3D. Et avec CAD Additive, on va avoir également la possibilité de faire des analyses diverses, de réaliser des découpes, donc c'est un sujet qu'on va aborder un peu plus tard dans cette présentation, de générer des lattices ou treillis, d'ajouter donc des supports aussi bien pour les technophiles que pour les technorésines, de réaliser du nesting 3D pour tout ce qui est technopoudre, d'appliquer des textures, donc également un sujet qu'on va aborder plus tard, et enfin de générer les slices pour ensuite les envoyer aux imprimantes 3D.
prendre la main. Donc Hugo vous a parlé justement des complications géométriques qu'on pouvait avoir avec les solutions qu'on va qualifier par défaut. Ces solutions sont parfois chronophages, hasardeuses et peu précises. Donc je vais vous montrer 2 vidéos d'un exemple de problématiques qu'on pourrait avoir sur des pièces clients. Donc, vous avez un client qui va vous fournir par exemple un fichier STEP, ou alors vous avez un fichier STEP et vous n'avez plus accès au fichier de base de votre pièce, et vous souhaitez par exemple ici retirer des congés. Malheureusement, SolidWorks, lorsque vous importez une pièce en STEP, ne reconnaît pas forcément toutes les fonctions. Et donc, le retrait en fait, de fonctions directement sur la pièce peut engendrer des erreurs, comme on vient de le voir. Donc là, on va la remettre un petit peu plus en détail. Donc là, on va avoir des problématiques ici d'erreurs sur notre pièce, mais aussi on va avoir aussi la problématique que parfois, étant donné que les fonctions ne sont pas forcément bien reconnues, on est obligé d'aller directement dans l'esquisse de la fonction. Et donc là, pour retirer le congé que je voulais retirer, je n'ai pas pu malheureusement le faire directement sur la pièce. J'ai été obligé de rentrer dans l'esquisse, donc ça m'a pris du temps. C'était potentiellement très hasardeux, j'ai fait des erreurs, j'ai dû revenir en arrière, recommencer. Et donc là, on voit que, enfin, là, je vais, entre guillemets, réussir à faire cette modification-là. On voit que simplement retirer un congé est beaucoup trop chronophage. Et ça, c'est pas acceptable si vous avez 3 ou 4 pièces à modifier en un temps donné. Mais on a la solution grâce à 4D Additive, en passant par le direct modeling, de supprimer en fait ces erreurs. L'avantage est que vous allez pouvoir travailler sur tout n'importe quel fichier. Et donc là, on va reprendre exactement le même fichier, donc un fichier en step. Et là, je vais retirer les mêmes congés. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, en 3 clics, les congés sont retirés et on s'affranchit totalement des erreurs passées sur le logiciel par défaut. Je vais vous montrer aussi la possibilité de retirer d'autres types de congés. Donc pareil, ici, on le fait en 2-3 clics. Et donc, ça permet vraiment de gagner en productivité dès que vous allez avoir des petites modifications à apporter sur des pièces en 3D sans avoir à repasser sur votre plan initial. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous vous rendez compte qu'un perçage n'était pas nécessaire pour votre pièce, le supprimer pareil en 2-3 clics. Donc là, je vais vous montrer un petit peu rapidement comment supprimer ces perçages très simplement. Donc on voit que ça va très vite. Et donc c'est vraiment un gain de temps qui est intéressant si vous avez pas mal de modifications à faire. Vous pouvez aussi, comme vous a dit Hugo précédemment, jouer sur les lattices internes. Donc en fait, créer un remplissage vraiment personnalisé. Donc on voit qu'il y a différents motifs qui existent, personnalisés à l'intérieur de votre pièce, un petit peu comme vous allez avoir sur vos logiciels habituels de découpe de pièces pour l'impression 3D. Mais là, ici, c'est que vous allez pouvoir le faire directement sur votre fichier 3D. Et donc là, vous allez pouvoir jouer sur le remplissage, sur le motif de remplissage, et tout ça, ça va vous permettre en fait de réduire ou d'augmenter la résistance mécanique de votre pièce, son poids, mais aussi de jouer sur sa flexibilité. Si vous êtes sur un matériau souple, en fonction du motif, vous allez être plus ou moins flexible dans certaines directions. Donc ça, c'est vraiment un apport intéressant de pouvoir jouer sur les lattices avec le logiciel. Et vous pouvez aussi contrôler tout ce qui va être épaisseur. Si vous avez des parois qui sont trop fines et que vous n'avez pas le temps de repasser directement sur votre fichier de base, vous allez pouvoir justement augmenter les épaisseurs de vos parois, détecter les zones massives, ou alors faire des cocons autour de votre pièce pour justement créer une empreinte, le tout pareil en quelques clics. Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer parce que sinon on aurait une présentation beaucoup trop longue. Donc je vais vous montrer par contre une autre fonction qui est très intéressante, à savoir la découpe de pièces. Euh, Combien de fois vous êtes sur un volume d'impression qui est trop petit pour votre pièce et vous devez découper votre pièce? Soit vous remodélisez votre pièce de A à Z, soit vous passez par des logiciels peut-être comme Fusion ou autres, mais qui ne sont pas forcément optimum pour tout ce qui va être découpe. Là, l'avantage en fait de 4D Additive, c'est que vous allez pouvoir jouer sur le motif de découpe. Là, on va prendre un exemple très simple de joint recouvrement, donc comme un couvercle. Et ça va vous permettre justement de pouvoir imprimer vos pièces soit en plusieurs parties, soit aussi dans un sens d'optimisation de procédé, de s'affranchir de certaines zones de support, et donc en fait d'orienter différemment la pièce pour réduire, comment dire, la quantité de support utilisée.
Aussi, vous allez pouvoir utiliser en fait ces découpes pour isoler des parties de votre pièce. Je vous prends un exemple, vous avez une pièce qui pèse 20 kg et vous avez une seule région qui est soumise à des cassures. Et là, vous allez pouvoir couper à votre guise, à l'endroit souhaité, votre pièce et donc réduire la quantité de matière que vous allez devoir remplacer à chaque fois que votre pièce casse. Et donc ça, c'est vraiment un gain en termes de coût pour votre application finale. Aussi, on n'a pas forcément que le joint à recouvrement, on va avoir quatre motifs différents. Donc le joint à recouvrement qu'on a vu précédemment, mais aussi le motif en dents de scie. Donc je vais vous le montrer en direct. Donc le motif en dents de scie est très intéressant si vous souhaitez en fait avoir une pièce qui va être résistante en traction dans le plan perpendiculaire de votre pièce. Donc ça va être tout bêtement en fait un motif de puzzle. Et donc là, vous allez avoir cette pièce-là. Si je tire dans le sens perpendiculaire, on ne va pas pouvoir les détacher. Par contre, si on tire dans le sens parallèle, on va pouvoir réassembler nos pièces. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir plusieurs motifs de découpe, chacun adapté en fait à votre application finale. Vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir des tenons. Donc en fait, ça va être des petits pignons de fixation. Reviens en arrière un petit peu, Hugo, s'il te plaît. Des tenons qui vont justement vous permettre d'avoir des petits points de fixation pour placer plus précisément qu'un joint à recouvrement vos deux pièces. Et aussi la ligne brisée qui va un petit peu se rapprocher du motif en dents de scie. Sauf que là, ici, vous allez avoir à 100% la main sur votre motif. Et c'est vous qui allez le dessiner directement. Et donc là, on va pouvoir aller voir une autre fonction de 4D additive qui est très intéressante pour la fabrication additive, notamment très souvent pour tout ce qui va être poudre ou résine, mais ça marche aussi pour le dépôt de fil. Ça va être l'ajout de texture. L'ajout de texture est possible dans le logiciel parce qu'on va pouvoir se baser sur la bibliothèque Substance par Adobe, mais vous allez pouvoir aussi ajouter vos propres textures avec vos textures personnalisées à base d'images JPEG ou PNG. Vous allez aussi avoir la possibilité de faire des numérotations incrémentales, donc on va le voir un petit peu après à quoi ça correspond. Mais là, je vais vous présenter dans un premier temps le procédé de texturisation qui, pour le coup, est très simple. Donc encore une fois, c'est une petite vidéo que je vous invite à regarder. Donc là, on va partir d'une pièce de base, un STL classique. Donc on peut travailler sur STL pour ajouter des textures. On va venir sélectionner les triangles sur lesquels apposer notre texture. Donc là, par exemple, je vais sélectionner les 5 ici. Et là, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ma propre texture personnalisée. J'aurais pu le faire aussi avec une texture substance, mais là, j'ai choisi en fait d'ajouter une texture personnalisée, à savoir notre logo qu'on va en fait répéter. J'aurais pu aussi mettre simplement un seul logo, mais en fait, l'avantage qu'on a avec le logiciel, c'est qu'on peut justement jouer à 100% sur les paramètres de notre texture, à savoir l'orientation, la dimension, comment dire, sa répétition, quelle typologie de répétition, si on met plus ou moins d'espace entre les motifs. Et ensuite, après, donc on va pouvoir, après avoir joué là-dessus, on va pouvoir comment dire, définir tout ce qui va être résolution. Si on veut avoir une texture qui va être plus ou moins profonde, si on veut par exemple avoir une texture qui va plutôt être sous forme de chanfrein ou alors arrondie à l'interface entre la zone sans texture et la zone avec texture, et surtout de pouvoir lisser ou non votre pièce. Donc là, on voit un petit peu les paramètres sur lesquels on peut jouer pour jouer sur la résolution de notre texture. On valide et on laisse travailler le logiciel. Et moi, pendant ce temps, je vais vous montrer le résultat en réel de la pièce. Donc en fait, on était sur un présentoir pour pouvoir disposer une pièce sur nos salons. Et donc en fait, on venait poser la pièce ici. Et en fait, on a apposé de ce côté-là des textures substance. Mais ici, on a apposé notre logo en répétition, le logo des différentes entreprises impliquées dans le projet. Et donc, on a pu imprimer cette pièce-là directement sur notre imprimante résine grand format. Et donc, voilà. Donc, sur la vidéo, vous voyez que ça a été fait en l'espace, le temps que je présente cette pièce, la texture a déjà été apposée. Et donc, on peut vraiment faire ça sur toutes nos pièces. Donc là, voilà. Je vais vous montrer aussi ensuite des petits exemples
de ce qu'on peut obtenir en termes de texture. Donc là, on voit sur l'image de gauche qu'on a la possibilité vraiment d'avoir des textures variées qui sont très intéressantes pour tout ce qui va être design automobile, par exemple. Dès que vous allez avoir des applications avec un petit peu de design, si vous voulez faire même un effet un petit peu antidérapant, vous allez pouvoir justement jouer sur la rugosité de surface de votre pièce. En bas à gauche, on voit justement ce dont je vous parlais, la numérotation incrémentale, qui en fait vous permet de référencer toutes les pièces que vous allez produire et vous permettre en fait de tracer de la production à l'usage final de vos pièces. Et enfin, à droite, un exemple de ce que l'on pourrait obtenir après à la fois l'ajout de texture, mais aussi un post-traitement de métallisation sur une pièce. Et donc là, vraiment, on se rend compte qu'on peut avoir des pièces vraiment finies très proprement grâce à l'ajout de texture et de post-traitement. Mais d'un point de vue, comment dire, purement fonctionnel, les textures ont certes un très bon apport en termes d'esthétisme, mais elles sont aussi très intéressantes si vous avez des problématiques de déformation. Et en fait, ça, on s'en est rendu compte sur les impressions 3D résine grand format. En impression 3D résine grand format, donc comme on va le voir sur la slide suivante, on va avoir beaucoup de, comment dire, de problématiques. Donc là, l'idée était de produire un boîtier de 32 cm sur notre imprimante photocentrique LC Magna. La problématique est que 32 cm, on est à quelques centimètres du volume maximum autorisé en termes de hauteur. Donc il y a plusieurs possibilités d'orienter comment dire, le boîtier, de le faire en plusieurs parties, mais tout ça, ça rajoute du post-traitement, un nombre d'itérations aussi de production, et si on a un délai court à respecter, ce n'est pas forcément viable. Et donc, en fait, le fait d'avoir une grande pièce comme ça implique plusieurs choses. Ça implique qu'en impression 3D résine, on va avoir très souvent du gauchissement lorsque vous allez avoir des surfaces très planes qui vont être perpendiculaires au plateau. Il faut les soutenir. Et si on veut les soutenir, il faut mettre des supports. Si on ne met pas de support, elles vont se voiler. Et si on met du support, il va falloir le retirer. Donc en fait, on est dans une dualité. Est-ce que je mets du support pour gagner en aspect esthétique, ou est-ce que j'en mets pas pour gagner en temps de production, de post-production? Et donc, nous, en fait, on veut faire les deux. Et en fait, en résine, si on ne fait pas ça, on va avoir du retrait, on va avoir de la déformation, on va avoir potentiellement des petites lignes que vous pouvez voir sur la pièce, qui sont liées ici, en fait, à des changements trop brusques de surface. Et ça, en fait, c'est clairement une pièce qui va aller au rebut. Et donc, en fait, avec 4D additive, donc sur la slide suivante, je vais vous montrer le résultat qu'on a obtenu après optimisation de la pièce. En ajoutant à la fois des textures ou des lattices, ça nous a permis, donc les textures, de modifier un petit peu la surface de la pièce et donc d'éviter d'avoir des changements trop brusques de surface, vu qu'en fait, les textures vont faire des changements continus de surface. Et donc, en fait, on aura tout le temps en fait, des changements de surface. On ne va pas avoir, par exemple, 10 mm d'imprimé, puis après 100 mm. On va vraiment avoir tout le temps à peu près la même surface d'imprimé. Et surtout, en fait, l'ajout de la tisse, ça nous a permis de répartir les contraintes en fait, dans la pièce, que ce soit pendant l'impression, parce qu'en passant d'une résine liquide à une résine solide, on a une réaction qui dégage de l'énergie, et donc on va avoir des déformations qui vont potentiellement apparaître. Et surtout, en fait, le renforcement général a été optimisé grâce à la structure de lattice en treillis, justement pour la phase de recuit quand on est dans le bac à UV pour recuire la pièce. Donc, je vais vous montrer le résultat obtenu pour cette partie que vous voyez sur le PowerPoint. Donc là, ici, vous voyez que les lattices qu'on a utilisées à l'intérieur de la pièce, la texture utilisée pour l'extérieur. Donc évidemment, il y a aussi un intérêt esthétique parce que clairement, ça permet d'avoir un aspect très sympa pour la pièce finale. Mais en termes de résultats au niveau de la déformation, on n'en a aucun. Donc là, ici, c'est simplement la partie qui est présentée sur le PowerPoint. Mais là, ici, vous voyez justement le boîtier final imprimé en totalité. Donc là, vous voyez que la pièce que je viens de vous présenter, c'était une pièce qui était déjà intégrée dans le boîtier, qui est imprimée en même temps, et qu'on va venir ensuite retirer lors de la phase de post-traitement. Et on se rend compte
cette pièce-là, voilà. Donc on voit une autre version avec la plaque intégrée. On se rend compte que justement, on a vraiment 0 défaut et une pièce qui est présentable et utilisable pour le client final. Et donc, en fait, ce résultat était obtenu avec une série d'itérations. On a fait un travail, on va dire, d'essai-erreur sur 6 ou 7 configurations, sur évidemment des plus petits échantillons. Donc, on a défini comme ça la bonne texture et les bonnes lattices qui nous ont permis d'obtenir le meilleur résultat. Et en résultat, en fait, ça nous donne une impression qui dure 15 heures quand on utilise une hauteur de couche de 250 microns. 2 fois plus si on réduit encore la hauteur de couche. Mais pour faire simple, si on avait eu du rebut, des déformations, on aurait eu environ 180 € par pièce jetée à la poubelle. Et ça, en fait, c'est inacceptable, surtout lorsqu'en fait, on va avoir plusieurs pièces à produire. On ne peut pas se permettre d'avoir une douzaine de pièces à faire et que sur les 12 pièces, en fait, on a dû en jeter 10 avant d'obtenir les 12 pièces. Et donc, sur la dernière slide, justement, voilà, c'est un petit peu le récapitulatif de ce projet-là. On a eu une douzaine de pièces à faire. L'avantage est qu'on a eu une douzaine de pièces parfaites avec 0 défaut. Un temps de post-traitement qui était pratiquement nul en fait, parce que on avait simplement une petite ligne de support. Donc je ne sais pas si vous voyez tout en bas de la pièce, en bas à droite, on a une toute petite ligne que nous avons en bas de support. Malheureusement, je ne peux pas améliorer la résolution de ma caméra. Cependant, je pourrais vous envoyer des photos plus précises à la fin comment dire, de la présentation si vous souhaitez voir plus en détail les pièces. Et donc voilà. Et ça nous a permis justement donc, de répartir les contraintes dans la matière, de diminuer les grandes surfaces planes et surtout d'imprimer notre boîtier à la verticale et de ne pas avoir à l'imprimer incliné avec un nombre incalculable de supports. On a choisi la texture ferrofluide qui justement alliait le mieux, on va dire, un aspect esthétique, mais aussi une réponse aux problématiques citées précédemment. Et le tout, en fait, ça nous a permis de fiabiliser notre production. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette présentation et ce study case autour des textures. Je vais laisser la main à Georges pour finaliser cette présentation. Merci beaucoup. Merci Maxence, et merci, Hugo. On va poursuivre avec, quelques questions qui ont été posées. Alors, on a des questions effectivement, qu'on avait prédéterminées justement sur le Hugo, rendu des textures avec, la Technophile et puis fonction de defeaturing. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, alors sur la première question, c'est vrai que lorsqu'on va générer des textures, sur des technologies FDM, on va penser au fait que la résolution, en Z soit pas assez importante. On a bien vu avec les technorésines que nous a montré Maxence juste avant qu'on avait des résultats très corrects. Mais il faut savoir qu'avec des épaisseurs de couche de 0,1 millimètre, là, typiquement sur cette pièce-là, donc je suis sur une petite techno FDM, j'ai quand même des résultats qui sont très cohérents. Donc qui dit texture ne veut pas dire forcément techno-résine, mais on peut avoir aussi des bons résultats avec d'autres technologies. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Et oui, et du coup, concernant donc la deuxième question, le defeaturing, Maxence vous a parlé donc du fait qu'on pouvait retirer des congés et des trous. Et le troisième type de fonction qu'on va pouvoir retirer, c'est des chanfreins. Voilà, Merci, merci Hugo et avec plaisir. puis donc, les 2 suivantes pour Maxence et après on aura effectivement des questions qui ont été posées sur le QRN. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant, c'est le moment. Pouvons-nous importer nos propres textures? Et le réemboîtement est-il facile, justement sur ce que tu nous as présenté tout à l'heure? Ah, on n'a pas de micro Maxence. J'ai l'habitude de couper pour éviter de saturer les micros, mais oui, on peut importer nos propres textures. Il faut juste qu'elles soient en PNG ou en JPEG. Donc, vos textures peuvent être du texte, peuvent être, comment dire, un logo. Mais si vous avez déjà d'autres textures de votre côté, vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre une image aussi, par exemple un portrait. Enfin voilà, on va dire la limite, c'est un petit peu vous qui vous la fixez.
Et en termes de réemboîtement, donc oui, le réemboîtement va être plus ou moins facile, tout va dépendre de la techno que vous utilisez. Si par exemple vous êtes sur du dépôt de fil, contrairement à de la résine ou de la SLA ou comment dire, des technopoudres, c'est sûr que la précision ne sera pas la même. Donc il faudra un petit peu jouer sur le jeu que vous allez avoir entre vos parties mâles et parties femelles. Mais là, comme on peut le voir hein, sur la pièce que je vous ai montrée tout à l'heure, donc là, on a une pièce A et une pièce B, on réemboîte rapidement. Voilà. Évidemment, j'aurais pu faire un emboîtement un petit peu plus difficile, mais ça aussi, ça va aussi dépendre de la résolution de votre imprimante et aussi si vous utilisez une buse de 1 mm, une buse de 0,2 mm. Voilà, c'est des choses qu'il faut un petit peu faire en itération, mais une fois que vous avez réglé, normalement, oui, le remboîtement, vous pouvez le rendre plus ou moins facile. Merci Maxence. Je vais reprendre donc des questions qui ont été posées sur le QRN. Combien de temps pour appliquer une texture? Euh, Je vais laisser, Maxence éventuellement, ouais, pas sur de cette souci. question-là. Pour appliquer vos textures, ça va dépendre en fait aussi de la résolution de votre texture. Plus vous allez avoir une texture, comment dire, complexe, plus votre ordinateur va avoir du temps de travail. Et aussi, en fait, c'est aussi en fonction de votre ordinateur. En fait, ça va être vraiment le processeur de votre ordinateur. Peut-être que Go pourra vous en dire plus en termes de processeur à utiliser au minimum, mais c'est des informations qu'on pourra vous transmettre dans tous les cas suite. Euh, comment dire, à la présentation. Oui, globalement, pour reprendre ce qu'a dit Maxence, c'est quand même plutôt rapide, sachant qu'on peut déposer des textures aussi bien sur des fichiers exacts, donc sur des faces, que sur des fichiers tessellés, donc sur des triangles, mais ça se fait quand même vraiment rapidement. Oui. Merci messieurs. On a une personne qui lève la main, je vais lui laisser, à la mi je pense que c'est en live que la personne veut poser sa question parce qu'il a levé la main. Je vais le laisser faire. S'il coupe son micro, il va pouvoir poser sa question. Oui, non, attendez, heu et Sinon, on peut vous êtes peut-être répondre à d'autres questions en attendant, oui, le temps en qu'on y arrive. attendant, donc il y en a un des intérêts de mettre en avant les gains de temps en productivité. Avez-vous un tableau comparatif entre une application traditionnelle et l'un de vos projets? Alors là, à l'heure actuelle, non, parce qu'en fait, le boîtier, c'est un projet interne. Le projet a été en fait pour développer en fait comment dire? Le boîtier comprend à l'intérieur des éléments électroniques pour un projet de développement d'imprimante. Et l'idée, en fait, c'était de pouvoir agir très rapidement. Donc, il n'y a pas forcément eu de réflexion autour d'une solution alternative. On va dire que l'intérêt qu'on a surtout vu avec ce boîtier-là et l'usage de 4D additive a été en fait de s'affranchir des supports, de pouvoir produire le boîtier en une seule fois et non en plusieurs pièces, et donc d'avoir à faire des réassemblages, à modéliser plusieurs parties de la pièce, et donc de gagner un temps fou. En bloquant 4 LC Magna, cette douzaine de boîtiers a été imprimée en moins d'une semaine. Donc c'est ce qui a permis vraiment d'être très réactif pour ce projet-là. C'est des solutions qui peuvent être justement comparées à des procédés traditionnels. On a eu un autre projet où on a dû faire une découpe sur une pièce d'1 mètre 80. Et le fait de passer par ces découpes, donc là on n'est pas sur l'intérêt de la texture ou des lattices, mais le fait de faire cette découpe-là nous a permis, au lieu d'avoir une pièce qui pesait une quarantaine de kilos, dont plus de 50 voire 60% étaient faites avec du support, de pouvoir faire des réemboîtements et donc d'avoir au final une pièce, une production à 25 kilos et seulement 5 kilos de support. Merci Maxence. Je prends les questions dans l'ordre chronologique, hein. Pour appliquer les textures, qu'est-ce qui est préconisé, le STL ou le STEP? Ensuite, on a une autre question derrière. Hugo? Alors, Mmh. j'ai envie de vous préconiser plutôt du step. Ce sera toujours plus facile d'appliquer des zones de texture sur des faces que sur des triangles. Mais ça marche aussi, bien sûr, sur du tessellé. Ça prendra un peu plus de temps pour avoir une zone de texture qui soit homogène, pour derrière déposer une texture qui est homogène. Mais c'est tout à fait possible, bien que la préconisation soit, oui, le step. Je me permets de rajouter une information complémentaire, la solution KD additive justement,
permet de gérer, ce type de problématique avec la géométrie exacte, puisqu'en fait, c'est notre, cœur de métier, Mmh. depuis 20 ans. Reprise de question. Est-ce que la correction du gauchissement a été testée sur différentes technos, type MJF? Alors malheureusement, moi je pourrais pas vous répondre là-dessus. Je pense qu'il y a forcément un avantage, d'utiliser, comment dire? Ces textures ou ces lattices, pour le MJF ou la SLA. Nous, en interne, nous ne sommes pas équipés de technopoudre. Donc, je préfère pas vous répondre et vous dire entre guillemets des bêtises. Mais nous, en tout cas, ça nous a vraiment permis de répondre à ces problématiques sur la résine. Donc, je pense que oui, ça doit avoir un intérêt pour les autres technologies. Merci Maxence. Est-il nécessaire de générer des images de texte pour effectuer un marquage sur pièce? Ou est-ce qu'il est possible d'entrer le texte directement dans le logiciel? Hugo, une question pour toi éventuellement? Oui, alors oui, c'est tout à fait possible de rentrer votre propre texte, dans le logiciel avec toutes les polices d'écriture, toutes les tailles en gras ou non. Oui, c'est possible. Ah, Ah, on a une personne qui a mis son micro, qui a enlevé son micro. N'hésitez pas, il nous reste encore, quelques minutes pour vos dernières questions. Je demanderai aux personnes qui ont leur micro ouvert, s'il vous plaît, de le fermer parce que ça fait des interférences. Merci beaucoup. Justement, bah, vous aviez une question, vous qui avez coupé votre micro maintenant, vous aviez une question, éventuellement, vous aviez levé la main. Est-ce que vous êtes, maybe the question in English? OK. Donc je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vérifie une dernière fois sur le QRN. Ah non, est-ce qu'on peut importer du SolidWorks directement dans le logiciel? oui, tout à fait. Vous pouvez, importer du SolidWorks, SLDPRT, par exemple, directement dans le software. OK, je prends publier, donc effectivement, donc là, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons conclure donc, ce webinaire. Merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Merci à vous. Nous vous ferons passer un questionnaire, à l'issue de ce webinaire, pour vous connaître mieux aussi, pour voir si vous aviez des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser maintenant, mais je sais que certaines personnes veulent, poser des questions en privé. Alors n'hésitez pas effectivement, vous avez nos adresses mail, hein, Georges, Maxence, et Hugo. Donc, n'hésitez pas sur la partie technique, avec Maxence et Hugo. Sur la partie logiciel, 4D additive, Hugo. Sur la partie, impression d'objets, impression, de pièces, pardon, vous avez Maxence et pour toutes les questions, inhérentes au commerce, donc, là, je peux tout centraliser et je ferai passer aux personnes, qui souhaitent en connaître plus. Je vous ferai aussi, passer, une offre que nous avons, justement, sur KD Additive, pour la techno FDM. Donc c'est une offre, en leasing que nous lançons justement juste après ce webinaire. Donc, elle sera, en copie, en pièce jointe, pardon, des mails que vous allez recevoir. Vous avez la possibilité de tester notre logiciel, donc là, vous n'hésitez pas à nous contacter encore une fois. On vous fait une démo, on peut faire une démo d'ailleurs sur des pièces, que vous gérez et puis ensuite on peut vous mettre à disposition pendant une période de 15 jours, le logiciel et à l'issue, vous pouvez partir, sur l'achat ou la location, de cadets additifs. Si vous avez aussi, des besoins en impression de pièces, alors, Maxence l'a signalé, hein, ils n'ont pas de machine d'impression, pour la poudre, techno poudre, mais par contre, tout ce qui est filament,
Maxence est un spécialiste, donc je vous invite, pour faire des tests de pièces sur du prototypage ou de la petite série, je vous invite à contacter, Maxence chez Delta Équipement, qui sera ravi de vous accompagner sur vos projets. Je vais en terminer, maintenant. Merci, Sophie, merci Hugo, merci Maxence. Merci à toutes Merci et à tous Georges. d'avoir, participé à ce webinaire. J'espère, vous revoir, très bientôt pour un projet que vous avez sur un accompagnement, sur des questions que vous poseriez sur l'impression 3D d'une manière générale. N'hésitez pas, nous sommes à votre disposition et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à Merci, bonne tous. journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.